Merci pour cette invitation et puis merci Chloé pour voilà, ce passage qui introduit extrêmement bien d'ailleurs ce que je vais raconter aussi. Le souci, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'intégrer toutes ces données, toute cette immensité. Alors évidemment, j'ai juste 15 minutes pour vous parler de l'infini. Ça va être... je vais tout faire pour y arriver. Alors juste peut-être vous dire, je m'occupe à l'EPFL aussi de transport. J'ai beaucoup travaillé sur des drones à haute capacité de charge, dont une ambulance volante pour le canton de Genève qu'on a imaginé. Donc c'est des projets évidemment très futuristes. Et puis des engins spatiaux qui sont aussi des drones spatiaux. J'ai aussi travaillé avec une société japonaise pour imaginer comment coloniser la Lune avec des systèmes modulaires. Donc évidemment, il y a aussi une certaine passion derrière, puis surtout une immense admiration pour le ciel qui est au-dessus de nous, et évidemment la Terre qui nous permet aussi de le visiter comme observatoire. Voilà, donc je vais continuer la balade que nous a proposée Chloé. D'ailleurs, je suis très content de pouvoir, en tout cas, emprunter certains chemins que tu nous as ouverts. Oui, c'est grand. Ce sont des chiffres qui nous sortent, je dirais, de notre imagination. Et on a de la peine parce qu'on a des gens pendant des dizaines de milliers, voire même des millions d'années. On a des kilomètres, à faire. Donc ces kilomètres, on a une petite idée de ce que ça peut donner. Mais à partir du moment où on fait le tour de la Terre, là, ça commence à devenir un peu plus long. Ensuite, de la Terre à la Lune, il faudrait une vie entière en marchant jour et nuit pour atteindre des distances telles que celle-ci. Maintenant, quand on parle d'années-lumière, quand on parle d'unités astronomiques ou toutes ces choses-là qui sont des notions pour simplifier et pour s'approcher un petit peu mieux du concept spatial, eh bien, ça nous devient difficile à imaginer. Donc oui, un univers observable de 13,8 milliards d'années, diamètre de 90 milliards d'années-lumière. Il y a aussi d'autres phénomènes de 90 milliards d'années-lumière parce qu'il y a aussi une expansion de l'espace qui est assez étonnante et qui est assez incroyable aussi en termes de distance. 200 milliards de galaxies. 200 milliards de galaxies. C'est juste à peine croyable. Et en même temps, vous avez 10 milliards d'étoiles que comprennent l'ensemble de ces galaxies. Et puis, si vous prenez la pointe d'un stylo et vous la mettez au bout de votre bras, si vous aviez la possibilité de faire des zooms, et sur juste la surface qu'occupe la pointe de votre stylo, vous auriez de grandes chances d'y voir en tout cas 10 000 galaxies sur la bille d'un stylo à bout de bras. Donc ça vous donne une petite idée de l'endroit où nous sommes. Hein, c'est assez prodigieux. Alors, je vous parle de galaxies, enfin on vous a parlé de galaxies, d'amas de galaxies. On va juste faire une mini-balade dans notre galaxie. Vous dire que, voilà, on l'a appelé la Voie lactée avant qu'on sache que ça soit une galaxie. Ça fait depuis environ 1920 qu'on sait qu'il y a des galaxies. Avant, on appelait ça des nébuleuses. Après, on appelait ça des univers-îles. Et ensuite, c'est devenu des galaxies. La Voie lactée, parce que le soir, on voit une immense bande blanche d'étoiles passer. Et c'est parce qu'en fait, on est à l'intérieur. Ici, vous avez une vue d'artiste qui vous permet d'être à environ 300 000 années-lumière de notre galaxie, de la regarder depuis le haut. Et puis, on habite là-dedans. Voilà, c'est là-dedans qu'on paye nos impôts, qu'on va au travail le matin, qu'on a des enfants, et puis voilà, qu'on se marie, etc., etc. Et notre système solaire, il est là. Et si maintenant on devait vraiment voir notre système solaire, le pixel qu'il y a là-dessus serait déjà des centaines de fois trop grand. D'accord? Donc là, le point rouge, c'est pas notre système solaire, c'est beaucoup plus petit, mais sinon vous ne le verriez pas d'où vous êtes assis. Cette galaxie, elle est prise entre les bras d'Orion, ici qu'on voit en rouge. C'est donc cette masse d'étoiles qui tourne, qui a un mouvement différentiel. Il y en a entre 200 et 250 milliards d'étoiles, donc de systèmes solaires. Ça fait de vastes territoires. Hein. Et on habite là. Et puis, voilà, là-dedans, on est en train de naviguer à la vitesse, le système solaire, de 245 km/s à 7 km/s près, on ne va pas chipoter non plus.
On a une vitesse de la Voie lactée qui est de 630 km/s et on se déplace à 30 km/s autour du Soleil. Et une année galactique nous prend 170 millions d'années pour faire le tour de la galaxie. D'accord? Donc, voilà, voilà, j'entends, je prétends pas même arriver à l'âge de 1 an galactique, malheureusement. Ça, ce serait, voilà, mais en général, quand on parle de 170 millions d'années, là, on parle déjà en termes d'éléments géologiques. Cet amalgame d'étoiles qu'on a pu voir, eh bien, il y a encore plus grand, comme nous l'a montré Chloé tout à l'heure, ces ensembles de galaxies. Là, on va encore prendre du recul. Ici, alors on va plus prendre la pointe d'un stylo, on aura un modeste 4% du diamètre de l'univers observable qui est représenté ici sous ces cheminements jaunes que vous voyez orange. Là, vous avez des amas de galaxies et nous habitons dans l'amas de la Vierge. D'accord, on se déplace à cette vitesse, notre galaxie se déplace à cette vitesse-là. Après, évidemment, il y a encore d'autres mécanismes qui ont été décrits par Hubble de l'éloignement des galaxies les unes entre elles, les unes par rapport aux autres. Mais là, ça nous emmènerait dans des considérations spatiales de l'étirement de l'espace et des phénomènes absolument extraordinaires qui nous amènent à des réalités tellement différentes de ce dont nous avons l'habitude, parce que quelque part, en tant qu'être humain, on vit sur un tapis de billard. Les choses ne dépendent pas des très hautes vitesses et les masses qui sont décrites dans la relativité générale ou restreinte deviennent intéressantes et consistantes à partir de certaines vitesses. Et nous trouvons juste là où c'est marqué la Voie lactée qui fait partie de l'amas de la Vierge et on se déplace à environ 26 000 km/s, l'amas dans cette espèce de fleuve orange que vous voyez là. Et tout ce petit monde qui est en orange-rouge se dirige vers Shapley, le grand attracteur. Alors, vous dire ce qu'il y a là-bas et ce qui nous attire si fort, je serais bien en peine de vous le dire. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Il y a la matière noire, il y a l'énergie noire. Il y a beaucoup de choses. En fait, tout ce qu'on dit quand c'est noir, c'est qu'on connaît rien du tout ou qu'on a des suppositions. Et une grande partie de l'univers, on a juste 5 parties de l'univers visible, ce sont des étoiles. Tout le reste, c'est noir. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire là par noir. Et cette partie-là, on est remplie. Donc, on voit l'immensité de ces composants, de ces structures. Là, on voit pas très bien, mais il y a en plus des rivières qui vous amènent des galaxies et qui les font converger les unes aux autres. Ce travail a été fait par une personne que j'admire beaucoup dans son travail. J'ai lu son livre récemment, qui s'appelle Hélène Courtois. Ça a pris des années pour mesurer toutes ces galaxies, donc leur redshift, leur vitesse, leur direction, et puis amener cette structure super complexe que vous voyez ici. Voilà. Donc, oui, 520 millions d'années devant vous. Et voilà. Et quelque part, je dirais que j'ai un souvenir d'enfance quand je vois des structures aussi vastes que celle-ci, et ce n'est que 4%, je me rappelle que quand j'étais gamin, je me disais, mais c'est quand même incroyable. Et cette espèce de boule lumineuse qui est dans le ciel, qui se lève le matin, qui se couche le soir, mais c'est quoi? Puis en fait, tout le monde a l'air trouver ça tellement normal que je me suis dit, j'ai dû louper quelque chose qui n'est pas normal. Je veux dire, j'ai pas osé trop redemander plus tard un peu plus, mais quelque part, je suis dans le même étonnement, en train de me dire, mais voilà, on est vivant sur cette planète, en train de parler de structures absolument gigantesques, et on en parle finalement assez peu, à part aujourd'hui, évidemment, et ça nous paraît presque normal. J'ai presque envie de vous dire, est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà, grande question. Si on commence à se poser cette question-là, vous avez de l'avenir dans ce domaine. Shapley, le grand attracteur, c'est un astronome américain qui a confirmé une théorie sur les céphéides et qui nous permet justement, grâce à ces céphéides, de pouvoir calculer les distances qu'il y a entre les galaxies, parce que là, vous ne pouvez plus faire de la triangulation tout simplement. D'accord? Donc, ce sont des gens qui ont marqué et qui sont mal connus malheureusement, mais qui ont marqué une grande évolution et qui nous ont donné des outils de compréhension absolument extraordinaires. Je reviens à M. Zwicky, qui lui a été un des premiers qui a su bodorer cette masse manquante en observant des galaxies naines qui allaient beaucoup plus vite et qui avaient, je dirais, des vitesses d'évasion et qui étaient attirées par des masses
qui correspondaient pas à ce qui était visible. Donc c'est là où il y a eu véritablement un début de réflexion très intéressante qui s'est ajouté évidemment à bien d'autres éléments qui ont été découverts entre les années 20 et les années, je dirais jusqu'à maintenant. Il y a eu une évolution absolument extraordinaire de la compréhension de notre monde. Et je trouve que, voilà, on a cette chance d'être vivant, puis de se poser des questions sur cet environnement-là. Et aujourd'hui, on peut commencer à avoir des réponses très intéressantes parce qu'il existe énormément de conférences sur Internet, de livres et de choses comme ça. Je vais m'arrêter là pour ce qui est du cosmos, vous dire que pour peut-être vivre un tout petit peu cette expérience-là en tant qu'humain, aujourd'hui, vous avez des casques virtuels qui aussi sont utilisés par des gens qui jouent et qui se tapent dessus, etc. Ça, c'est un autre choix. Mais ces casques virtuels, j'ai fait l'expérience un jour dans mes trains, puis de regarder la Terre, puis de m'éloigner de la Terre, puis tout d'un coup, j'ai de nouveau vu cette petite boule bleue, où j'ai été assez surpris de voir que quand je regardais comme ça et comme ça, je voyais ce vide absolument incommensurable. Puis de voir cette petite boule bleue qui flottait, ça m'a fait une impression où je me suis dit, mais on devrait beaucoup plus exploiter ces moyens visuels pour avoir peut-être une toute petite partie de ce qu'a pu vivre un astronaute. Et je pense qu'on s'approche un petit peu de cette réalité-là, même si on s'approche de quelques cheveux, je dirais, en termes imagés, de la réalité d'un astronaute dans l'espace, bien, je pense qu'il faut le prendre. C'est pour ça que j'essaie de promouvoir à l'EPFL ces techniques de vision-là, parce qu'elles nous amènent beaucoup d'éléments très intéressants et qui nous amènent même à une compréhension, voire même à des associations d'idées. Quand on contemple la beauté de ces choses-là, eh bien, on a des associations d'idées qui sont aussi très puissantes et qui peuvent nous amener très loin. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis peut-être, pendant que je vais peut-être encore avancer, parce qu'après il y a un film qui devrait passer, le voilà, qui est un travail qu'on a fait avec 2 étudiants, dont une est en train de faire un doctorat maintenant, et puis l'autre a finalement été engagée par la compagnie avec laquelle on a travaillé sur une partie où on a calculé l'évacuation du CO2 dans un engin spatial. Là, c'est juste en fait, on a imaginé une base spatiale, plus les moyens d'y arriver. Alors, on a imaginé une grue spatiale qui est capable d'aller déposer du matériel sur Mars, puis ensuite de repartir en orbite, intercepter des cargos, et puis ramener environ 5 fois. Faut qu'on ait des moteurs qui puissent servir 5 fois. Ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, sur ce projet, après, on a calculé les températures, la descente, les vitesses, etc. Avec ces étudiants, on a fait un travail qui était très, très, très important. Je veux dire, qui était très conséquent, plutôt. Et on a découvert, bien sûr, plein de choses, y compris que certaines choses n'étaient pas forcément possibles dans le film qu'on voit là. Parce que le film qu'on voit là, évidemment, il y a encore toute la partie base, qui est base spatiale, qui est très, très compliquée. Et imaginer de vivre sur Mars, c'est peut-être pas aussi simple que nous le prétendent certains milliardaires aux États-Unis ou ailleurs. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement complexe. Voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu d'un travail qu'on a fait à l'école, où on s'est permis d'imaginer plein de choses, et c'est un petit peu le but d'innover. Voilà l'arrivée d'un vaisseau spatial qui crée une microgravité de 0,15 G, c'est mieux que rien du tout pour la santé des astronautes. On ne sait pas si ce sera suffisant ou pas, mais qui permet justement d'amener au bout d'un certain temps des astronautes sur place puis de continuer la construction de la base. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. La vitesse des vaisseaux est d'environ 18 000 km/h. Tout à l'heure, Chloé nous disait qu'effectivement, on a certains points d'observation de la Terre. Juste pour vous donner encore un chiffre qui donne le vertige, le 500 milliardième de milliardième de milliardième de milliardième, c'est 4 fois milliard, donc je ne me suis pas mélangé, de l'univers se trouve à moins de 100 km d'une planète. Donc c'est vous dire que si une planète, un caillou, un simple astéroïde, c'est presque un diamant comparé à cet énorme vide qui est autour de nous. Merci beaucoup. Non, vous êtes